L'homme de Néandertal a vécu plus de 300 000 ans avant de s'éteindre. Sa disparition est aussi rapide que mystérieuse. Les études récentes donnent lieu à des hypothèses aussi nombreuses que variées. Une chose est sûre, le patrimoine hérité de Néandertal n'a pas complètement disparu. Il fait partie intégrante de notre humanité. Nous sommes à Gibraltar, à l'extrémité de la péninsule ibérique. Un vaste complexe de grottes émaille ici les rives de la Méditerranée. Aujourd'hui, elles sont envahies par l'eau. Mais il y a 24 000 ans, en pleine période glaciaire, le niveau de la mer se trouvait 130 mètres plus bas. De vastes plaines s'étendaient au pied du rocher de Gibraltar. C'était le territoire des derniers Néandertaliens. De nombreux sites ont livré des fossiles d'hommes de Néandertal ou des traces d'occupation néandertalienne. Mais à Gibraltar, la densité de sites au kilomètre carré est absolument inégalée. Gibraltar était leur bastion. Le peuplement y a été continu. Ils se sont maintenus ici plus longtemps que nulle part ailleurs. Dans cette enclave, ils chassent le gibier. Sur le rivage, ils pêchent et vivent comme ils le font depuis des générations. Ils ignorent qu'ils sont les derniers représentants d'une espèce en voie de disparition. Quand les groupes voisins installés plus au nord ont disparu, ils n'ont pas compris qu'ils étaient au bord de l'extinction. Autrefois, leur espèce peuplait toute l'Europe et une partie de l'Asie. Désormais, leur population est réduite à quelques clans réfugiés ici, dans le sud de la péninsule ibérique. Mais comment et pourquoi l'homme de Néandertal a-t-il disparu? Les grottes de Gibraltar contiennent peut-être des indices à ce sujet. Clive et Geraldine Finlayson sont paléontologues. Ils étudient ce site depuis plusieurs années et dirigent ici une vaste campagne de fouilles. Ces grottes forment une sorte de ville néandertalienne. Néandertal a longtemps peuplé la zone et toutes ont été occupées. Certaines ont été envahies par la mer et les traces ont disparu. Mais nous avons encore largement de quoi fouiller. Plusieurs équipes d'archéologues mènent activement les recherches dans ces grottes. Tout dans cette grotte indique la présence de Néandertaliens. Les ossements, outils et objets dégagés sont caractéristiques. Leur forme et la technique de façonnage sont très probablement néandertaliennes. Cet objet est un nucléus, une pierre taillée pour obtenir des éclats. Cette technique peut être associée aux Néandertaliens. Chaque trouvaille permet aux scientifiques de mieux connaître l'homme de Néandertal. Nous avons ici les restes d'un foyer néandertalien. La datation au carbone 14 indique qu'il remonte environ à 47 000 ans. On voit la concentration de charbon, surtout là, au cœur du foyer. Des hommes de Néandertal se sont tenus ici. Nous avons trouvé des restes de cervidés et d'autres animaux. Et ici, il y avait un grand feu. Des générations de Néandertaliens se sont rassemblées autour de ce foyer pour y préparer le produit de leur chasse. Nous sommes loin des hommes singes, dépeints par les hommes de science, quand l'espèce a été découverte en Allemagne en 1856. D'autres vestiges révèlent une riche culture aux multiples facettes. Un aspect de Néandertal longtemps resté méconnu. Voici un os très intéressant. C'est un os de charognard. Les Néandertaliens ne mangeaient pas ces grands oiseaux, alors qu'en faisaient-ils? On peut voir des entailles, notamment sur les os des ailes. Les plumes de ces oiseaux étaient très colorées et nous pensons qu'ils les portaient.
D'autres objets suggèrent que les Néandertaliens ornaient leur corps de peinture et de parures. C'est la marque d'une pensée symbolique. Cela nous donne une dimension complètement nouvelle, quelque chose de néandertal qu'on ne soupçonnait pas avant de faire ces découvertes. Les profondeurs de la grotte cachent un vestige plus étonnant encore. La galerie bifurque vers une salle fouillée récemment. Nous arrivons dans un lieu que les Néandertaliens devaient particulièrement apprécier. Nous avons trouvé quelque chose qui était encore inimaginable il y a quelques années. La première gravure rupestre néandertalienne jamais retrouvée. Ce quadrillage a pu être daté au carbone 14. Il remonte au moins à 39 000 ans. Selon les paléontologues, il s'agirait d'une marque tribale, un symbole gravé ici pour faire valoir les droits d'un clan sur la grotte. Ce motif non figuratif prouve que les Néandertaliens étaient capables de pensée abstraite. Il remet en question l'idée d'infériorité intellectuelle de cette espèce. Ils ne parlaient sans doute pas la même langue que nous, ils n'avaient pas la même conception de la beauté. Mais ils étaient capables d'abstraction et ils avaient certainement des capacités cognitives comparables à celles de l'homme moderne. Un nouveau portrait de Néandertal se dessine. Un portrait plus proche de nous que celui que nous avions imaginé. Alors pourquoi et comment ont-ils disparu de la surface de la Terre? Qui étaient les Néandertaliens? Leur histoire commence il y a 600 000 ans en Afrique, avec une espèce qui pourrait être l'ancêtre commun de Néandertal et de l'homme moderne, Homo heidelbergensis. Il serait le premier hominidé à avoir utilisé le feu et fabriqué des épieux à pointe en pierre taillée. Il représente une avancée dans l'évolution. Son cerveau est plus gros, son adaptation va dans le sens de l'humanité. Mais il ne possède aucune des spécialisations des Néandertaliens, ni des hommes modernes. Il n'est pas comme nous, ni comme l'homme de Néandertal. Mais il est possible qu'il soit notre ancêtre commun. À la recherche d'un gibier plus abondant, certains quittent l'Afrique et colonisent l'Asie. D'autres s'établissent en Europe, jusqu'à l'actuelle région d'Heidelberg en Allemagne. C'est là qu'on a découvert les premiers restes de cette espèce. Quand ils ont quitté l'Afrique pour l'Asie centrale et l'Europe, ils se sont retrouvés confrontés à un climat plus rude. Une variation cyclique dans l'axe de rotation de la Terre a provoqué un bouleversement climatique. Les calottes polaires recouvrent l'Amérique du Nord et l'Europe septentrionale. Dans certaines régions de l'hémisphère nord, la température chute de 20 degrés. C'est dans ce contexte glaciaire qu'il y a 300 à 400 000 ans, une nouvelle espèce d'hominidé apparaît en Europe. Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal. Il s'est adapté à ces régions d'Europe et d'Asie, les plus froides que l'espèce humaine ait connues jusqu'alors. Le teint de Néandertal s'est éclairci. Dans ces régions à faible ensoleillement, la peau claire synthétise mieux la vitamine D nécessaire à l'organisme. Ses cheveux, raides et épais, le protègent mieux du froid. Sa musculature puissante est un atout dans les terrains accidentés. Il était fort et extrêmement résistant. C'était une espèce extraordinaire. Bien adaptés physiquement, les Néandertaliens trouvent la sécurité dans le groupe. Ils vivent en clans très unis et se protègent mutuellement. Ils ont vécu dans un environnement difficile pendant des centaines de milliers d'années.
Leur durée de vie était courte. Et donc, les enfants étaient confiés au groupe parce qu'il était toujours possible que les parents disparaissent prématurément. C'est ainsi que les Néandertaliens ont prospéré dans cet environnement glaciaire. Leur population se compte probablement en dizaines de milliers d'individus. Ils se dispersent dans toute l'Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale et jusqu'en Sibérie. Ils étaient mobiles. Ils se déplaçaient pour trouver de la nourriture et survivre. Dans ce monde glacial, la végétation est rare. Leur survie dépend de la chasse. Ils suivent les troupeaux de bisons et traquent des proies plus fuyantes, comme le cerf. Il leur était sans doute difficile de se procurer des aliments d'origine végétale, comme des racines, des tubercules et des fruits. Ils se nourrissaient principalement de la viande des animaux qu'ils chassaient. Leur principal outil de chasse est l'épieu. Une arme puissante, mais surtout efficace à bout portant. Elle fait de la chasse un jeu très dangereux. Cela implique de savoir jauger la situation et d'évaluer le niveau de risque acceptable. Un troupeau de bisons traverse la vallée. Les bêtes n'ont pas encore décelé la présence des chasseurs. L'équipe bien coordonnée se rapproche et s'élance pour la mise à mort. Cette technique de chasse consiste à sauter sur un bison avec un épieu. On peut vraiment la qualifier de téméraire. Chaque partie de chasse est une question de vie ou de mort. Mais le risque en vaut la peine. Les Néandertaliens savaient certainement exploiter au maximum le fruit de leur chasse. Ils s'en servaient dans leur environnement et utilisaient toutes les parties de l'animal. Au campement, les chasseurs d'épaissent les proies à l'aide de lames en silex tranchantes comme des rasoirs. Ils cuisent la viande pour rendre plus digestes les morceaux les plus coriaces. Ils grattent et raclent les peaux pour assouplir le cuir et l'attendrir. Une fois les peaux préparées, ils s'en faisaient des vêtements. Ils se servaient de pierres pour fabriquer des outils rapidement. Ils maîtrisaient leur environnement. Les Néandertaliens sont maîtres de leur monde. Mais leur suprématie va être menacée par une autre espèce. Notre ancêtre direct, l'homme moderne. Nous sommes dans l'Europe de la dernière période glaciaire, il y a 40 000 ans. L'homme de Néandertal est maître des lieux depuis 300 000 ans. Il est parfaitement adapté à son environnement. Mais une espèce concurrente vient d'arriver sur son territoire. Homo sapiens, l'homme moderne. C'est un lointain cousin de Néandertal. Il apparaît il y a 200 000 ans dans la savane africaine. Environ 120 000 ans plus tard, des groupes d'hommes modernes partent vers le nord à la recherche de meilleurs territoires de chasse. Ils se répandent au Moyen-Orient et en Asie. Quelques-uns bifurquent vers l'ouest et arrivent en Europe, le territoire de Néandertal. Ils ont des lances, une arme faite pour tuer à distance. Et leur apparence est bien différente des Néandertaliens. En Afrique, les étendues d'eau se sont raréfiées. La sélection naturelle a donc privilégié la capacité à se déplacer rapidement sur de longues distances. Et l'homme est devenu un spécialiste de la course d'endurance. Il a mis au point un outillage facile à transporter.
Les nouveaux convoitent les territoires de chasse des Néandertaliens. Au cours de l'histoire, chaque fois que des populations humaines sont entrées en contact, il y a eu des conflits. On peut donc imaginer que Néandertal et Homo sapiens se sont comportés de la même façon. Pendant plus d'un siècle, les scientifiques ont considéré ce moment comme le début de la fin de Néandertal. 10 000 ans après l'arrivée de l'homme moderne, Néandertal a pratiquement disparu. Pour de nombreux spécialistes, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Selon cette théorie, l'extinction des Néandertaliens est due à l'invasion des hommes modernes. Des trouvailles archéologiques semblent corroborer cette théorie. On a même mis au jour la preuve d'un meurtre. Cette côte de Néandertaliens se trouvait dans une grotte en Irak. Elle est datée de 40 à 50 000 ans et porte la marque d'une blessure mortelle. Il s'agit d'un cas avéré de meurtre d'un Néandertalien. Mais qui est le meurtrier? Il n'y a que deux réponses possibles. Un autre Néandertal ou un envahisseur sapiens. Nous sommes à Mettmann, en Allemagne, au musée du Néandertal. John Hawkes est venu examiner ce fragment de squelette. La côte présente une large entaille qui a clairement été provoquée par une pointe de pierre ou une lame tranchante. La côte voisine, la 8e, n'a pratiquement pas été touchée. On peut en conclure que la pointe était très petite. Il s'agirait d'une lame coupante de haute précision. Une arme qui n'a rien à voir avec le puissant et pieux néandertalien. Une petite pointe a perforé la cage thoracique. La lame est entrée avec un angle de 45 degrés. Le coup semble avoir été porté par une arme de jet. Il s'agissait donc d'un projectile façonné par un homme moderne. Il y a bien eu des conflits entre les espèces. Lors de cet affrontement, un Néandertalien a perdu. Mais ces confrontations n'étaient pas toujours inégales. Des reconstitutions de Néandertaliens montrent qu'ils étaient plutôt petits et trapus, avec des membres courts et un thorax volumineux et évasé. Selon des études récentes, l'homme de Néandertal était sans doute un redoutable adversaire. Les attaches des muscles sur les os témoignent d'une force extraordinaire. Cette impressionnante musculature lui permettait de faire face à toute menace, surtout au corps à corps. Une telle espèce était capable d'affronter un bison de 2 tonnes. En comparaison, l'homme moderne devait faire figure de poids-plume. Néandertal mesurait en moyenne 10 à 12 cm de moins qu'Homo sapiens. Mais avec sa masse musculaire, il devait faire le même poids. Les pectoraux de Néandertal étaient très développés. On estime que son torse pouvait produire une force près de 2 fois supérieure à celle d'Homo sapiens. Dans un bras de fer, un Néandertal aurait battu tout le monde, y compris Arnold Schwarzenegger. Il n'aurait eu aucune chance. Cette masse musculaire indique des niveaux élevés d'androgènes, des hormones stéroïdiennes responsables des caractères masculins. Le corps des Néandertaliens était plus riche en androgènes. Cette caractéristique favorisait une imposante musculature et une forte densité des os. Les stéroïdes ont un effet secondaire bien connu. Ils étaient peut-être un peu plus agressifs et par conséquent peut-être un peu plus dangereux que l'homme moderne. Pour l'homme moderne, il était sans doute risqué de s'aventurer en territoire néandertalien.
Nous n'avons peut-être pas gagné autant de batailles que nous aimerions le croire. Les Néandertaliens étaient chez eux, ils savaient se battre. Ils avaient peut-être souvent le dessus. La force de Néandertal lui a sans doute souvent donné l'avantage. Mais sa survie était aussi liée à son adaptation au climat de l'ère glaciaire. Qui était le mieux bâti pour résister à un froid extrême? Le Néandertalien, musclé et trapu? Ou l'homme moderne, grand et mince? Venez, on va vous équiper. Pour le savoir, nous avons fait appel à 2 volontaires. Ce centre de cryothérapie se sert du froid extrême pour accélérer la récupération des athlètes. Jason et Matt ont des morphologies très différentes. Nous allons les exposer à une température de moins 110 degrés pour étudier la façon dont leur corps réagit au froid. Le plus grand des 2 sujets représente l'homme moderne. L'autre est trapu et musclé, comme Néandertal. Pour affronter le froid extrême, les 2 hommes protègent leurs mains, leurs visages, leurs oreilles et leur tête. Nous allons utiliser l'imagerie thermique pour voir ce qui se passe avant et après le traitement. On commence par mesurer la température de leur peau. 35,5 et 35 degrés, c'est très proche. Maintenant, ils vont rester 3 minutes dans une salle à moins 110 degrés. C'est 16 degrés de moins que la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Nos sujets vont supporter 3 longues minutes de froid intense. Si leur séjour devait se prolonger, ils risqueraient l'hypothermie, l'état de choc et la mort. Les techniciens de laboratoire surveillent de près les 2 hommes. Les 3 minutes sont enfin terminées. Nous allons tout de suite prendre la température de leur peau. Venez par là. 13 degrés 3. 10 degrés 5. La peau du volontaire le plus musclé est restée plus chaude. On voit ici que la température interne de Jason, sa température musculaire, est supérieure de plusieurs degrés à celle de Matt. L'imagerie thermique montre clairement les avantages d'une charpente trapue. Les zones les plus chaudes sont en rouge, les plus froides en bleu. Et ce n'est pas tout. C'est intéressant. À la minute où ils sortent, ils commencent à se réchauffer. Et Jason se réchauffe assez rapidement. Le corps le plus musclé semble récupérer plus vite. Mais pourquoi? La zone du squelette où se trouve le muscle est plus vascularisée. Le sang afflue plus vite dans ces parties du corps. Les Néandertaliens possédaient une force physique et une endurance supérieures. Mais quel était l'avantage des hommes modernes? Probablement ses capacités intellectuelles. Néandertal était parfaitement adapté au climat de la période glaciaire. Mais pour ce qui est de l'intelligence, il a longtemps été l'objet de préjugés. Une grosse brute qui assomme sa femme avec un gourdin et la traîne dans une caverne. Voilà l'image que l'on a de Néandertal. Cette réputation remonte à la découverte de cette espèce. Les Néandertaliens ont été découverts en 1856. À cette époque, les Européens se représentaient le passé de l'humanité comme quelque chose de très primitif. L'homme de Néandertal collait parfaitement à cette image. Ce qui frappe alors les hommes de science, c'est son bourrelet sus orbitaire.
La marque d'une espèce pas tout à fait humaine et moins intelligente. Mais quelles sont les différences entre le cerveau de Néandertal et le nôtre? C'est ce type de comparaison qui a déclenché l'intérêt de John Hawkes pour l'homme de Néandertal. Je travaille sur l'homme de Néandertal depuis 20 ans. Ce qui m'attire chez lui, c'est qu'il est très proche de l'homme moderne. Et pourtant, il y a un fossé entre nous. Quand on l'étudie, c'est un peu comme si on se regardait nous-mêmes dans une sorte de miroir déformant. John Hawkes examine des crânes de Néandertaliens mis au jour en France. L'image 3D permet d'étudier la paroi intérieure du crâne et d'en tirer des informations sur le cerveau des Néandertaliens. Il présente un bourrelet susorbitaire très prononcé. Il est possible que cela ait eu un impact sur la partie du cerveau qui se trouvait juste derrière. Le scanner laser reproduit chaque détail, à l'extérieur et à l'intérieur de la boîte crânienne. Quand on fait tourner l'os frontal pour regarder à l'intérieur, on peut voir l'empreinte des lobes frontaux sur la boîte crânienne. L'empreinte permet de calculer la taille des lobes frontaux, une partie du cerveau qui intervient dans les processus cognitifs. Cette empreinte est globalement identique à la nôtre. Les lobes frontaux abritent le cortex préfrontal, une zone associée au raisonnement déductif, à la résolution de problèmes et à la créativité. Une configuration très proche de la nôtre. Les parties du cerveau responsables de l'aptitude au langage, de la pensée et de la réflexion semblent avoir la même dimension et les mêmes proportions chez Néandertal et chez Sapiens. Mais une zone du cerveau néandertalien présente des différences avec la nôtre. La cavité qui se trouve au niveau de l'occiput est un peu plus grande. Cela peut impliquer une différence dans les fonctions de cette partie du cerveau. Le lobe occipital est le centre visuel du cerveau. Il intervient dans la reconnaissance des formes et des couleurs, la perception de l'espace et l'orientation. Des fonctions cruciales pour des chasseurs. Elles permettent d'identifier la cible et d'ajuster sa frappe. Néandertal devait posséder une vision très performante. C'est une différence fonctionnelle possible entre Néandertal et nous. Mais l'intelligence de Néandertal se mesure avant tout à sa capacité de s'adapter aux défis posés par son environnement, à innover au même rythme que son rival Sapiens. Pour l'évaluer, nous disposons des outils qu'ils ont façonnés. Pour un œil non exercé, les couteaux néandertaliens semblent grossiers, voire primitifs, surtout si on les compare aux lames de précision taillées par les hommes modernes. L'homme de Néandertal fabriquait des couteaux en quelques minutes, tout au plus. Les outils d'Homo sapiens paraissent beaucoup plus élégants. Une pièce comme celle-ci demande plusieurs heures de travail, parfois une journée entière. Mais un couteau façonné rapidement n'est pas nécessairement moins efficace. Les pointes de lance fabriquées par Néandertal n'étaient pas le résultat du hasard. Il était capable de créer des éclats de pierre taillée aux arêtes très aiguisées et extrêmement robustes. Metin Ren utilise l'approche expérimentale pour mieux comprendre les techniques de façonnage des outils néandertaliens. À première vue, ces éclats n'ont pas l'air très élaborés. Mais il m'a fallu 1 an et demi pour apprendre à reproduire, à l'identique, les gestes techniques de Néandertal. Si cette technique est si difficile à maîtriser, c'est parce qu'il faut avoir une idée précise de la forme qu'on veut tirer de la pierre. Les tailleurs de pierre néandertaliens repéraient les petites fissures dans le silex. Ils visualisaient la lame dans chaque nucléus et frappaient de façon à l'en extraire.
Un néandertalien pouvait fabriquer facilement 50, 60, voire 70 éclats à partir d'un seul nucléus de silex. C'était une production rationalisée. La comparaison avec un couteau actuel montre la grande efficacité des lames néandertaliennes. Le couteau en métal exige un effort soutenu. La lame en pierre néandertalienne coupe très facilement. Les couteaux de Néandertal étaient aussi tranchants que les nôtres. Ils sont le résultat d'une technique très perfectionnée. Et d'une capacité à exploiter les matériaux à disposition. Ces lames en pierre font voler en éclats des préjugés bien établis. Pour ce qui est de l'outillage, Néandertal faisait jeu égal avec Homo sapiens. L'inventivité des Néandertaliens surpassait même parfois celle de notre espèce. Cet objet, en apparence insignifiant, a été découvert en 1963 dans une mine allemande. C'est un fragment d'Histoire des techniques. Il a 50 000 ans et porte la marque de son propriétaire d'origine. Ce qu'on voit là, c'est la marque laissée par Dubois. De l'autre côté, il y a une autre empreinte, celle d'une pointe en pierre. Et en dessous, on a l'empreinte d'un doigt de néandertalien. Le caractère exceptionnel de cet objet vient surtout de la matière qui le compose. L'analyse chimique a révélé qu'elle n'existait pas à l'état naturel. On serait donc en présence de la plus ancienne matière artificielle au monde. C'est un adhésif extrait de l'écorce du bouleau, appelé brai de bouleau, une sorte de colle forte préhistorique. Les Néandertaliens utilisaient ce goudron pour fixer les lames de pierre sur des manches en bois. Cette technique faisait de leurs épieux des armes robustes et meurtrières. Mais le plus impressionnant, c'est le procédé mis en œuvre pour obtenir la colle. Il a fallu l'équipement sophistiqué d'un laboratoire pour le reconstituer. Pour inventer cette recette, puis la mettre au point, on a dû procéder par tâtonnement. Et on a eu du mal à la reproduire. Pour obtenir ce mastic, il faut chauffer l'écorce à une température précise, comprise entre 340 et 400 degrés. Mais à l'air libre, le bois prend feu avant d'atteindre cette température. Alors comment les Néandertaliens procédaient-ils? Christian Wunderlich va tenter de confectionner du brai avec le matériel disponible à l'époque de Néandertal. Il faut d'abord placer l'écorce de bouleau dans un récipient, comme cet œuf d'oie. On enterre ensuite un réceptacle doté d'une ouverture plus large. Il va recueillir le brai. On pose dessus le contenant de l'écorce. On scelle enfin les deux récipients avec une couche de boue. Elle va empêcher l'oxygène de pénétrer à l'intérieur et de provoquer la combustion de l'écorce. C'est un procédé très complexe qui demande de la précision à chaque étape. Pourtant, ils l'ont manifestement maîtrisé pendant très longtemps. Des charbons incandescents chauffent l'écorce de bouleau. Lorsque la température approche de 400 degrés, le brai huileux commence à suinter. Environ 30% de l'écorce de bouleau se transforme en brai. Le processus dure 20 à 30 minutes, mais le procédé est vieux de 200 000 ans. Il témoigne des capacités intellectuelles de Néandertal. C'est la preuve qu'à l'image de l'homme moderne, il était capable d'innover et d'inventer. Il savait voir le potentiel de son environnement et le modeler à son profit.
La technique, c'est la capacité de reproduire des gestes prédéterminés pour créer un objet utile à la vie. Et les Néandertaliens possédaient cette capacité. Ils maîtrisaient des savoir-faire transmis de génération en génération, bien avant l'arrivée de l'homme moderne. Nous commençons tout juste à lever un coin du voile sur la complexité des techniques néandertaliennes. Mais la technique de Néandertal cachait peut-être une faille fatale. On sait aujourd'hui que les Néandertaliens possédaient une plus grande force physique que les Homo sapiens. Ils étaient tout aussi intelligents et novateurs. Alors pourquoi ont-ils disparu alors que l'homme moderne a survécu? Leurs stratégies de chasse peuvent-elles l'expliquer? Les Néandertaliens attaquaient leur proie à l'aide des pieux, des armes de contact. Les hommes modernes poursuivaient le gibier armé de lances. Les Néandertaliens ont-ils été supplantés par de meilleurs chasseurs munis d'armes de jet? Nous sommes au laboratoire balistique de l'Université de Californie à Berkeley. Mike Lotz est expert en armes. Il va utiliser ces installations pour évaluer les performances des armes préhistoriques. Ce canon à air va reproduire la force d'un coup d'épieu néandertalien. On pourra ainsi la comparer à la puissance d'une arme lancée par l'homme moderne. La conception des deux armes est différente. Le manche de la lance est plus fin pour limiter les frottements dans l'air. Le gel balistique va permettre de comparer l'efficacité réelle de chacune des armes. On teste d'abord la lance de l'homme moderne. Selon Mike Lotz, Homo sapiens devait lui aussi s'approcher de sa proie pour viser avec précision. Il estime la distance idéale à 3 ou 4 mètres. Mais quelle est la puissance d'un jet à cette distance? L'impact provoque une onde de choc dans la gélatine. Mais seule la pointe en pierre de la lance a traversé le bloc. Pas mal. On a réduit la force du jet d'un tiers par rapport à la frappe de Néandertal. C'est la puissance développée par les premiers hommes modernes. C'est assez impressionnant. En vol, la lance perd de l'énergie cinétique. Mike Lotz estime qu'elle frappe avec une puissance inférieure de 30% à celle de l'épieu. Il faut maintenant tester cette hypothèse. Ah ouais. C'est impressionnant. L'entaille est propre. Et très profonde. L'épieu a entamé le matériau. Cette frappe devait faire beaucoup de dégâts et entraîner une hémorragie. Et le choc en lui-même, c'est colossal. C'est un choc capable de provoquer un arrêt cardiaque. Ces tests montrent que l'épieu tient tête à la lance. C'est même une arme plus puissante. Elle constituait plutôt un atout qu'une faiblesse à exploiter par l'homme moderne. Un corps taillé pour le froid. Une technologie perfectionnée au cours de 300 000 années d'existence. Néandertal avait clairement l'avantage dans l'Europe de l'ère glaciaire. L'homme moderne est arrivé, mais les Néandertaliens ont subsisté. Il a fallu du temps à Homo sapiens pour s'imposer dans les habitats où les Néandertaliens étaient toujours bien présents. Il y a encore des gens qui considèrent Néandertal comme inférieur et qui prétendent que nous avons éliminé définitivement tout ce qui se trouvait en travers de notre chemin. C'est absurde. Aujourd'hui, les paléontologues s'accordent sur un point.
l'homme moderne n'a pas éliminé Néandertal. Alors qu'a-t-il manqué à ce dernier pour survivre? Longtemps, les spécialistes ont pensé que Néandertal manquait de compétences sociales. Comparé à l'homme moderne, il aurait été incapable de tisser des liens pour sa sécurité et sa protection. Cette affirmation est aujourd'hui contestée. À Mettmann, en Allemagne, un squelette vieux de 60 000 ans éclaire la sociabilité de Néandertal d'un jour nouveau. C'est formidable, on a un squelette pratiquement complet. Oui, il est extrêmement bien conservé. Ce squelette a traversé les millénaires, enveloppé dans une gangue de terre. C'est la preuve que les Néandertaliens enterraient leurs morts. Il ne serait pas aussi bien conservé si le corps n'avait pas été placé volontairement dans un trou. Oui, et il est encore en connexion anatomique. Le bras droit est replié sur le corps, comme si on l'avait délicatement placé ainsi. Je pense qu'il a été déposé dans une tombe et recouvert de terre pour protéger le corps des charognards, des hyènes et autres prédateurs. Cette tombe n'est pas un cas isolé. On a même relevé différents rituels funéraires. Les traditions étaient aussi variées qu'elles le sont aujourd'hui chez l'homme moderne. Les corps sont parfois alignés en rang. Les tombes peuvent aussi être marquées d'une grande pierre gravée de signes. La signification de ces pratiques funéraires reste un mystère. Mais le simple fait qu'elles existent est révélateur. La façon dont ils traitaient leurs morts nous renvoie à une culture que nous identifions comme une caractéristique de l'humanité. S'ils enterrent leurs morts, c'est qu'ils croient quelque part à un au-delà. Ils ont du respect pour les morts. C'est une preuve de leur humanité, ils sont proches de nous. Dans l'un des sites fossiles les plus inaccessibles du monde, les archéologues ont mis au jour des preuves d'un lien beaucoup plus étroit entre nos deux espèces. Cette découverte sensationnelle a renversé le questionnement habituel. Il ne s'agit plus de savoir si Néandertal était humain, mais dans quelle mesure nous sommes, nous, un peu des Néandertaliens. Nous sommes en Roumanie, dans la chaîne des Carpates. Une équipe d'archéologues va retourner sur les lieux d'une découverte majeure. Ce site a prouvé que des hommes modernes et des Néandertaliens ont coexisté en paix. Son emplacement exact est tenu secret afin de le protéger des pilleurs de fossiles. Ici, en 2002, les spéléologues sont tombés sur une mandibule humaine. Cette découverte a donné lieu à une campagne de fouilles qui a duré 3 ans. C'est un site absolument vierge. Ici, on peut étudier un site complètement neuf qui n'a jamais été perturbé. C'est très rare dans une carrière scientifique. Des hommes modernes et des Néandertaliens ont vécu dans ces lieux à la même période. L'équipe suit leurs traces. Elle emprunte des galeries obscures et remonte le lit d'une rivière souterraine. À mesure qu'ils avancent, le passage rétrécit et le niveau de l'eau monte. C'est froid, humide et très dangereux. Mais c'est le seul passage pour atteindre la grotte. La progression se fait à tâtons, dans l'eau trouble. Il débouche enfin sur une vaste salle.
Elle est percée de galeries, ouvrant sur de petites cavités. L'équipe reconnaît les lieux. Puis, la marche se poursuit vers l'emplacement de la découverte. Mais le passage est bloqué. Les eaux ont monté et ont inondé la grotte. On est dans une galerie étroite, absolument seul. Si on se trouve coincé, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Le moindre pépin, et c'est la fin. Poursuivre l'expédition est trop dangereux et les spéléologues renoncent à continuer. Mais il y a plus de 10 ans, ils avaient pu franchir ce passage critique. Ils avaient alors atteint une salle isolée. Voici les images de 2003. Cette salle cachée dans les profondeurs de la grotte a été baptisée la caverne aux ossements. Le sol est jonché d'os d'animaux, de restes d'ours et d'autres grands mammifères, les cibles favorites des chasseurs préhistoriques. Il y en a là, on en retrouve d'autres ici. Mais des ossements humains sont éparpillés parmi eux. Ce sont en majorité de petits fragments d'os fossilisés qui datent de 40 000 ans. C'était fabuleux. J'étais stupéfaite par la richesse de la grotte. Dans un coin sombre, un membre de l'équipe remarque alors quelque chose. On dirait un os humain là-bas. Il s'agit d'un fragment de crâne. C'est le premier élément d'une découverte cruciale. Le crâne, c'était extraordinaire. Il est capital pour l'histoire de l'humanité. Ce trésor est maintenant gardé sous clé. Il se trouve à l'Institut de spéléologie de Bucarest, sous la surveillance de Silviu Constantine. On a un crâne qui combine des traits de sapiens et de néandertal. C'est le genre de découverte qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Le paléontologue et son équipe ont mis 3 ans à reconstituer le crâne. Il a un visage allongé, ce qui ne se rencontre pas chez l'homme moderne. Les dents sont également différentes. Elles sont trop grosses pour un sapiens. Par leur taille, elles se rapprochent beaucoup plus de celles de Néandertal. Et puis, le trait le plus caractéristique. À l'arrière du crâne, l'os occipital forme cette sorte de chignon. Cette excroissance abrite le lobe occipital, là où est traitée l'information visuelle. C'est la seule aire du cerveau plus grande chez l'homme de Néandertal que chez l'Homo sapiens. C'est typique de Néandertal, pas de sapiens. Il s'agit peut-être du chaînon manquant entre les deux espèces. Cet hybride ouvre la voie à des spéculations de toutes sortes. On peut imaginer que des hommes modernes ont eu des liaisons avec leurs voisins néandertaliens. Ce crâne est la première preuve directe du métissage entre Néandertal et l'homme moderne. Il renvoie à la question de nos origines et de notre identité. Le crâne découvert en Roumanie est celui d'un homme moderne. Mais il possède incontestablement des traits caractéristiques des Néandertaliens. Serions-nous donc apparentés à Néandertal ? Quels sont nos liens de parenté? Qu'est-ce qui nous relie à Néandertal? Pour moi, cette question est l'un des plus merveilleux mystères de nos origines.
À l'Université de Washington, des généticiens recherchent des traces de Néandertal dans notre ADN. L'ADN est une fabuleuse mine d'informations. C'est un peu comme un livre où se trouve consignée toute l'histoire de notre lignée. Les longs rubans d'ADN enroulés dans nos cellules déterminent nos traits. Le génome constitue l'ensemble de notre matériel génétique. Le génome contient le développement de notre corps, toute la physiologie de notre organisme. C'est ce qui fait qu'un humain est un humain et un néandertalien un néandertalien. En 2010, des chercheurs ont dressé la carte du génome de Néandertal. Ils l'ont ensuite comparé à celui de l'homme moderne. Les conclusions de l'étude ont été pour le moins surprenantes. En fait, à l'exception de l'Afrique, toute l'humanité a des ancêtres néandertaliens. La proportion varie un peu en fonction des populations, mais en moyenne, elle constitue entre 1,9% et 2,1% du génome d'un individu. Néandertal continue de vivre à l'intérieur de nos cellules. Et c'est par hybridation que nous avons hérité de ces séquences. Elles ne viennent pas d'un ancêtre commun vieux de 500 000 ans. Cette hybridation pourrait remonter à 60 000 ans, lors des premiers contacts entre les hommes modernes et les néandertaliens. Les descendants de ces hybrides se sont dispersés. Ils ont fini par coloniser la majeure partie de la planète. Mais de même que les néandertaliens, ils ne sont jamais retournés en Afrique. En Afrique, on ne trouve pas de traces d'ascendance néandertalienne. Avec son équipe, Joshua Eiki a traqué systématiquement tous les gènes hérités de Néandertal. En 2014, ils ont comparé l'ADN prélevé sur des ossements de Néandertal au génome de plus de 700 de nos contemporains. Les 2% de mon génome hérité de Néandertal ne sont pas forcément les mêmes que les 2% dont une autre personne aura hérité. Si l'on additionne les différents gènes de Néandertal présents dans la population actuelle, on s'aperçoit qu'une grande partie du patrimoine génétique néandertalien est toujours vivant. Collectivement, nous partageons environ 30% du génome de Néandertal. Certains de ces traits génétiques sont même assez visibles. Nous avons identifié 10 régions du génome qui présentent des avantages adaptatifs que possédaient les Néandertaliens. Et ce qui est remarquable, c'est que bon nombre de ces gènes sont liés au métabolisme des cheveux et de la peau. L'un de ces gènes conditionne la pigmentation de la peau. Chez la population d'ascendance européenne, la peau claire est sans doute un trait hérité de Néandertal. Pour ce qui est de cette région précise du génome, les Européens sont plus néandertaliens comme modernes. Autre héritage possible de Néandertal, les cheveux raides. Il est clair que le métabolisme des cheveux et la peau des Néandertaliens présentaient un avantage adaptatif pour nos ancêtres. Ces gènes les ont peut-être aidés à survivre et à s'adapter au climat plus froid. Aujourd'hui, certains de ces avantages sont devenus des inconvénients. Des études tendent à montrer que certaines séquences de Néandertal présentes chez les Européens jouent un rôle important dans le métabolisme des acides gras. Ce trait archaïque pourrait notamment être responsable de l'obésité. Mais pendant la période glaciaire, cette adaptation a permis aux Néandertaliens de se ménager des réserves de graisse. Elle a favorisé leur survie et peut-être également celle de nos ancêtres. Les hybridations avec les Néandertaliens ont permis à l'homme moderne de bénéficier de variants géniques déjà adaptés aux conditions climatiques. Pour nos ancêtres, elles ont été le moyen de s'adapter rapidement à un environnement très différent. Mais si les gènes des Néandertaliens nous ont aidés à survivre, pourquoi ont-ils disparu ? Ce qui reste un mystère, c'est la raison pour laquelle ils ont disparu de cette manière, de façon aussi soudaine.
il existe une dernière hypothèse. Elle est à la fois géographique et climatique. Il y a 40 000 ans, l'homme moderne a colonisé l'Afrique, l'Asie, l'Europe et même l'Australie. L'espèce compte quelques centaines de milliers d'individus. Les Néandertaliens, en revanche, n'auraient jamais dépassé les 100 000 individus. De plus, ils sont restés confinés en Europe et en Asie. Ils étaient donc plus vulnérables à des catastrophes locales. Les Néandertaliens se sont adaptés au froid et ils ont longtemps prospéré. Mais ils évoluaient dans un environnement très difficile. L'environnement est peut-être devenu trop extrême, trop dur, même pour les Néandertaliens. Ce lac, situé près de Daun en Allemagne, est un maar, un cratère volcanique rempli d'eau. Sa couche de sédiments retrace 100 000 ans d'histoire environnementale. Les paléoclimatologues de l'université de Mayence ont pratiqué un carottage jusqu'à 30 mètres de profondeur. Chaque strate, épaisse de quelques millimètres, correspond à une année. La particularité de ces échantillons, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène au fond du lac. Et les sédiments ne sont donc pas perturbés. On peut analyser chaque couche avec une grande précision et même reconstituer le climat année par année. 1 mètre de sédiment raconte l'histoire du climat sur 1000 ans. Les couches sombres sont les résidus de végétaux décomposés. Elles correspondent à une époque où la région était couverte de forêts. Les couches plus claires indiquent des périodes plus froides. Un paysage détendu gelé et stérile. Nous voyons ici des changements climatiques rapides. En une décennie, on passe d'une période chaude à une période froide. Ici, les Néandertaliens vivaient dans un paysage de vastes forêts. Et puis la steppe s'est imposée. Il y a 40 000 ans, le monde de Néandertal s'efface. Ces terrains de chasse traditionnels deviennent d'immenses plaines gelées. Mais le pire reste à venir. À la même époque, le continent européen subit une fluctuation climatique majeure. Au nord, les Néandertaliens meurent de froid et de faim. D'autres ont recours à une stratégie de survie qui a fait ses preuves. Ils partent. Les clans se déplacent parfois de plusieurs centaines de kilomètres. Privés d'abris sous roche, ils confectionnent des tentes en peau de bête. Leur morphologie et les savoir-faire acquis en 300 000 ans d'existence leur permettent de subsister dans ce monde glacé. C'était un environnement éprouvant. Le climat était extrême. Et ils ont relevé le défi. Ils ont survécu. Mais l'espèce paie cher ses siècles de lutte. Le nombre d'hommes de Néandertal décline pour arriver vraisemblablement à moins de 20 000 individus. Un seuil critique. Mon hypothèse est que la population néandertalienne était probablement très dispersée et très réduite. Cette situation rend vulnérable à toutes sortes d'événements, y compris des catastrophes comme des éruptions volcaniques ou des tsunamis, si l'on se trouve près des côtes. Sur une population en si petit nombre, l'impact peut être important. Et les éruptions volcaniques ont à maintes reprises changé le cours de l'histoire. Une population parfaitement adaptée génétiquement peut disparaître du jour au lendemain à la suite d'une éruption volcanique. Et il n'y a pas de retour possible. Une éruption volcanique a-t-elle scellé le sort des Néandertaliens? La réponse se trouve peut-être dans les profondeurs du Groenland.
Ici, la glace forme un coffre gelé. Des millénaires d'histoire climatique s'y trouvent piégés. Le centre de recherche n'est accessible que par avion de transport militaire. Il est situé au sommet d'une montagne de glace à 3000 mètres d'altitude. James White fait partie de l'équipe scientifique. Il fore la glace sur des centaines de mètres pour extraire des carottes de sédiments. Ici, la neige n'a jamais fondu. Elle s'accumule continuellement d'année en année. Au Groenland, on a 1 mètre de neige par an. Les archives glaciaires s'étendent sur 150 ou 160 milliers d'années. Les gaz et sédiments piégés dans la glace donnent une image très précise de l'histoire de notre planète. Nous mesurons la température, la quantité de poussière dans l'atmosphère et la composition de celle-ci, le niveau de méthane et de CO2. Lors d'une éruption volcanique majeure, de la cendre se répand dans l'atmosphère, ainsi que du sulfate. On va alors pouvoir le mesurer et confirmer l'hypothèse d'une éruption à cette période. Les carottes prélevées dans la couche de glace du Groenland sont transportées à des milliers de kilomètres de là, dans un laboratoire de Denver, au Colorado. Le laboratoire abrite 20 km de carottes de glace en attente d'être analysées. C'est le Fort Knox des carottes de glace. C'est notre or à nous, un matériel extrêmement précieux. James White va récupérer un échantillon de glace qui date approximativement de l'époque de la disparition de Néandertal. L'échantillon que nous allons étudier a environ 39 000 ans, c'est ça? Oui. Le scientifique étudie les carottes de glace depuis 30 ans. Il sait faire parler les cylindres gelés. Les Néandertaliens étaient encore là quand cette neige est tombée. C'est très émouvant et très intéressant. Cendres, éclats de roches volcaniques, composés sulfurés. Tout ce qui porte la marque d'une éruption peut se trouver piégé dans cet échantillon de glace. Cet échantillon comporte plusieurs bandes. On a 2 belles couches épaisses qui pourraient indiquer une éruption volcanique. C'est vrai. On voit un agrégat de couches minces ici et un autre là, sur la gauche. Ces agrégats sont inhabituels. Les bandes sombres sont formées de dépôts microscopiques en suspension dans la glace. On va examiner ça au laboratoire. Ça pourrait être intéressant. Au laboratoire, la carotte est dégelée couche par couche. Nous traitons la neige tombée semaine par semaine, mois par mois, année par année. Puis on met tout dans la machine pour l'analyser. Les particules et les éléments chimiques piégés dans la glace vont parler. J'imagine que les Néandertaliens auraient été très surpris par ce qu'on voit ici. Mais ils auraient été encore plus étonnés que nous sachions ce qui allait leur arriver. La glace livre enfin un secret bien gardé. Les résidus d'une éruption volcanique. On ne voit pas de cendres au Groenland, mais on a le sulfate issu de l'éruption. Et on sait que la période correspond exactement à ce grand refroidissement indiqué ici dans la carotte. Cet élément se rapporte clairement à une gigantesque éruption. Cette éruption volcanique a certainement été l'une des plus importantes en 200 000 ans. La période a dû être très difficile pour les êtres vivants. Cette éruption peut-elle expliquer la disparition de l'homme de Néandertal? Dans le sud de l'Italie, des géologues enquêtent sur un coupable potentiel. La plus grande structure volcanique d'Europe. Ce géant endormi est sans doute entré en éruption il y a 39 000 ans. Et il est peut-être en train de se réveiller.
Ici, le volume de gaz a considérablement augmenté ces dernières années. Il faut absolument le surveiller en permanence. La ville de Naples repose sur un sous-sol en mouvement. À 2 km, la haute stature du Vésuve se dessine. Mais ce n'est pas lui qui menace les 4 millions d'habitants de la région. Une zone volcanique beaucoup plus grande et beaucoup plus dangereuse gronde sous leurs pieds. Les champs Phlegréens. C'est une caldeira qui mesure 13 km de diamètre. Elle est en grande partie cachée sous la surface de la Méditerranée. Il s'agit probablement d'un supervolcan. À l'Institut de géophysique et de volcanologie de Naples, ce géant est sous haute surveillance. Les marégraphes mesurent avec précision le niveau des fonds marins et les sismographes guettent le moindre signe de séisme souterrain. Surveiller la zone est une nécessité absolue. Il faut savoir qu'il y a environ 500 000 personnes qui vivent à l'intérieur de la caldeira. Partout dans la zone, des fumerolles et buées sulfureuses s'échappent du sol. La boue volcanique bouillonne dans les mares. Elle atteint une température de plus de 150 degrés. Les chercheurs enregistrent des signes d'activité alarmants. Les émissions de gaz ont considérablement augmenté ces dernières années. En ce moment, le sol se soulève. Il faut absolument le surveiller en permanence. En 30 ans, le niveau du sol s'est élevé de 2 mètres. L'activité du volcan a déjà obligé des habitants à abandonner les lieux. Suivez-moi. Je vais vous montrer un phénomène très intéressant. Dans ce bâtiment abandonné, on voit à quel point ces composés sulfurés sont agressifs. Le soufre et le gaz se sont infiltrés dans le plancher et les murs. C'est à 90 degrés. Non, davantage. 100 degrés. D'autres signes sont plus inquiétants encore. Dans les collines des environs de Naples, Antonio Costa et Roberto Isaia cherchent les traces d'une violente éruption. Elle pourrait être liée à l'extinction de l'homme de Néandertal. Nous y sommes. Voilà la couche dont nous avons parlé. Celle-ci, juste là. Ces falaises de 80 mètres sont composées de débris volcaniques issus d'une seule et même éruption. Leur hauteur témoigne de la puissance de l'explosion. Voilà la cendre. La cendre de cette falaise a été datée au carbone 14. Elle se serait déposée ici il y a 39 000 ans, l'époque où Néandertal a disparu à peu près partout dans le monde. C'est une cendre très fine, très légère. On peut imaginer qu'elle s'est répandue dans tout l'est de la Méditerranée, très loin des champs phlegréens. Cette éruption a-t-elle été assez puissante pour précipiter la fin de Néandertal? Une éruption en Italie a pu être décisive. Reste à déterminer son extension géographique. Cette ère est-elle plus grande que nous l'avions imaginé? L'épaisseur des couches de cendres permet d'évaluer la puissance d'une éruption volcanique. Direction la Roumanie, à 1100 km de Naples. Daniel Verres recherche des cendres issues de l'éruption des champs phlegréens. Le géologue est accompagné de son confrère, Ulrich Ambach.
Je prends un échantillon pour l'examiner. C'est beaucoup plus léger que le löss. Je crois que c'est peut-être de la cendre volcanique. T'en penses quoi? Oui, ça en a la consistance. Ça y ressemble beaucoup. Les deux hommes font partie d'un réseau de géologues qui étudie la puissance et l'impact de l'explosion des champs flégréens. Cette cendre pourrait leur apporter un élément de réponse. À cet endroit, l'épaisseur de la couche de cendre est d'1,10 m. Elle augmente encore par là. Oui, sur la gauche, vers le milieu de cette dépression qui est recouverte de débris. La hauteur de la couche permet d'estimer l'ampleur de l'explosion. Cette éruption a projeté jusqu'à 1,50 m de cendres sur la région. C'est une découverte inattendue. L'éruption à l'origine de ce dépôt a dû être d'une très grande intensité. On sait que l'éruption des champs flégréens a été la plus forte sur une période de 200 000 ans. S'il s'agit ici du même événement, comme on le pense, c'est la preuve que cette éruption a été sans doute encore beaucoup plus puissante qu'on le croyait. Partout en Méditerranée, des géologues ont ainsi dressé la carte de dépôts de cendres datée d'il y a 39 000 ans, jusqu'en Russie et en Asie. Les échantillons prélevés sont envoyés à l'université de Bayreuth en Allemagne. Ulrich Ambach va les analyser pour déterminer leur provenance. Les cendres volcaniques ont une empreinte chimique unique. Celle-ci est spécifique à chaque éruption volcanique. Un microscope électronique à balayage va permettre de déterminer la composition de ces échantillons. Nous sommes très curieux de voir si les résultats montrent qu'il s'agit bien de l'éruption en Italie. Le résultat de l'analyse est clair. Tous les échantillons ont le même profil chimique. Un profil qui renvoie à une seule et même éruption, l'explosion des champs flégréens. C'est la même chose pour tous les sites qui ont été explorés par nous et par nos collègues, de la Russie jusqu'à la Libye. Ces analyses montrent l'ampleur terrifiante de l'explosion. L'éruption a émis des cendres sur 3 continents. Le nuage a assombri de vastes portions du territoire des Néandertaliens. À l'Institut de volcanologie de Naples, Antonio Costa prépare une simulation par ordinateur de l'éruption des champs flégréens. Elle révélera ce qui s'est passé il y a 39 000 ans. L'éruption des champs flégréens a probablement été cataclysmique. Elle pourrait avoir précipité l'extinction de Néandertal. Nous sommes enfin à même d'évaluer la durée de l'éruption. Nous avons estimé qu'elle s'est produite sur 3 ou 4 jours. La simulation par ordinateur permet de reconstituer le fil des événements. Retour en arrière, il y a 39 000 ans. Le volcan des champs flégréens domine la région. Il va bientôt exploser. Non loin de là, les Néandertaliens sentent les signes de l'imminence d'une éruption. De multiples secousses venues du volcan. L'Europe n'a pas connu pareille explosion en 200 000 ans.
Des nuées ardentes détruisent tout sur une distance de 60 km. Une avalanche de gaz et de lave incandescente dévale le volcan à plusieurs centaines de km/h. Là où passent les coulées pyroclastiques, aucune forme de vie n'a de chance de survivre. Tout est noyé sous des mètres et des mètres de particules et de débris. Un nuage en forme de champignon, fait de gaz et de débris surchauffés, s'élève dans l'atmosphère. Une épaisse couche de cendres s'étale sur le sud et l'est de l'Europe. En quelques jours, le nuage s'étend au Moyen-Orient et à l'Asie centrale. Les populations d'hommes modernes sont dispersées tout autour du globe. Mais les hommes de Néandertal ne sont présents qu'en Europe et en Asie centrale, les régions les plus touchées par l'explosion. Ils n'ont aucune chance d'échapper au cataclysme. 4 millions de kilomètres carrés ont été recouverts par un demi-centimètre de cendres. Le nuage de débris obscurcit la lumière du soleil pendant des semaines. Les cendres pleuvent sur un territoire qui s'étend de la Russie à l'Afrique du Nord. À cette époque, les conditions de vie en Europe étaient déjà très difficiles. Et voilà qu'un hiver volcanique s'abat sur le continent. Dans la zone critique, les Néandertaliens et les hommes modernes affrontent une mort lente et atroce. Un demi-centimètre de cendre suffit à tuer le peu de végétation qui existe à cette époque. La cendre prive les plantes de lumière. Elle contient aussi de fortes quantités de fluor, un élément chimique mortel pour les végétaux. Quand la végétation meurt, les animaux meurent et les hommes sont privés de ressources. Beaucoup de Néandertaliens dépérissent et meurent lentement de faim. D'autres montrent des symptômes d'empoisonnement au fluor, une fatigue chronique, des nausées et pour finir, la mort. Les premiers à partir sont les enfants et les vieillards. Mais l'espoir de survie des plus robustes est tout aussi mince. Les vastes forêts où l'homme de Néandertal a vécu pendant des millénaires ne sont plus qu'un souvenir. Il n'y reste plus que les membres agonisants d'une espèce condamnée. En Europe de l'Est, il a fallu attendre au moins un siècle pour que l'écosystème se régénère. Les hommes modernes et les Néandertaliens disparaissent d'une grande partie de l'Europe. Seuls survivent les Néandertaliens qui peuplent les lisières de ce territoire. Comme ceux du rocher de Gibraltar. Au cours des 15 000 années qui vont suivre, ils vivront comme ils l'ont toujours fait. Ils ignorent qu'ils sont les derniers de leur lignée. Ils ont continué à vivre du mieux qu'ils pouvaient. Leur population a peu à peu décliné et un beau jour, ils ont disparu. Ils ont laissé derrière eux les vestiges que notre espèce a découverts. Une espèce qui pourrait bien connaître le même sort. « 39 000 ans après cette éruption catastrophique, les champs flégréens restent menaçants. Une nouvelle super-éruption ne semble pas à craindre dans un avenir proche. Mais si cela arrivait, elle pourrait décimer notre continent. Les volcanologues sont en alerte rouge. Depuis peu, on a une plus grande proportion de composants magmatiques dans les gaz. Nous les contrôlons régulièrement tous les 15 jours. Même ceux qui vivent loin de ce monstre ont tout lieu d'être inquiets. Ce n'est pas le seul supervolcan en activité, ni le plus dangereux. Il en existe 23 sur la planète.
Ils menacent les populations de presque tous les continents. Le plus puissant de tous se trouve aux États-Unis. À l'échelle géologique, son explosion est imminente. Nous sommes dans le nord-ouest du Wyoming. Le parc national de Yellowstone s'étend sur près de 9000 km². Cet immense territoire préservé abrite une faune et une flore extraordinaires. Le parc contient la moitié de tous les geysers du monde. Ils trahissent les forces violentes qui bouillonnent sous la surface. C'est le plus grand supervolcan en activité du monde. En un peu plus de 2 millions d'années, Yellowstone a connu 3 éruptions. 2 d'entre elles au moins peuvent se ranger parmi les super-éruptions, et peut-être même les 3. Les géologues estiment que ce volcan entre en éruption tous les 600 à 800 000 ans. La dernière s'est produite il y a 640 000 ans. La chambre magmatique est près du point auquel l'éruption pourrait se produire. Selon les prévisions d'un rapport géologique américain, une éruption aurait des conséquences catastrophiques. Les cendres brûlantes et la roche en fusion s'abattraient sur la région et détruiraient tout sur des kilomètres. Des milliards de tonnes de scories seraient projetées dans l'atmosphère. Un immense nuage noir se déplacerait sur plus de 5000 km. Une grande partie de l'Amérique du Nord serait enveloppée dans un manteau de cendres. Une super-éruption bouleverserait littéralement la physionomie de l'Amérique du Nord. Partout, les récoltes et le bétail seraient détruits. L'Amérique du Nord serait privée de nourriture. Des composés sulfurés toxiques empoisonneraient les réserves d'eau. Les routes et les infrastructures disparaîtraient sous la cendre et les débris. Le lien vital vers les grandes villes de la côte Est serait coupé. Les survivants n'auraient plus d'espoir d'être secourus. En quelques semaines, cette superpuissance s'écroulerait. Mais le désastre ne s'arrêterait pas à l'Amérique du Nord. Les super-éruptions émettent une formidable quantité de matériaux dans l'atmosphère. Un tel phénomène aurait un impact sur l'ensemble de la planète. Partout dans le monde, le Soleil semblerait s'éclipser. La lumière serait obscurcie par les particules en suspension dans l'atmosphère. Le signe précurseur de la phase la plus sombre du cataclysme, l'hiver volcanique, une période de refroidissement qui peut durer des années. L'éruption du supervolcan de Yellowstone pourrait entraîner de graves pénuries de nourriture et une famine de masse. Cet événement menacerait les fondements mêmes de nos civilisations. La planète serait bouleversée, mais l'humanité est fondamentalement résistante. Je crois profondément en notre capacité à surmonter ce genre de catastrophe. Nous pourrions survivre. Comme notre espèce a survécu à l'éruption qui a peut-être causé la perte de l'homme de Néandertal. Nous peuplons toutes les régions de la planète. Nous sommes capables de surmonter un cataclysme qui dévasterait 2 continents. Mais les Néandertaliens n'avaient pas notre envergure mondiale. Ils n'ont pas survécu. Ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Une seule population a survécu, la nôtre. Ils n'ont pas disparu du fait d'une infériorité intellectuelle. Leur vie était très semblable à la nôtre aujourd'hui. Ils n'avaient pas les compétences qui nous permettent d'organiser de grandes sociétés. Mais quand on regarde ce qu'ils ont accompli à l'intérieur de ces limites, c'est très humain. Ils ont arpenté la planète pendant plus de 300 000 ans. Nous n'en avons que 200 000. C'est sûr que s'il existait un panthéon de l'humanité, Néandertal aurait sa place dedans. D'une certaine manière, nous lui devons la vie. On peut remercier les Néandertaliens. Ils nous ont aidés à survivre et à nous reproduire quand nous sommes sortis d'Afrique. Ils ont joué un rôle important dans l'évolution de l'homme. Et leur patrimoine continue de vivre en nous.
Nous pourrions dire que nous avons rencontré Néandertal. C'est nous. Les Néandertaliens ont régné sur l'Europe pendant 300 000 ans. Serons-nous capables de survivre aussi longtemps? C'est une affaire de hasard. Les choses auraient pu se passer autrement. Et aujourd'hui, nous serions des Néandertaliens en train de parler de l'extinction de l'autre espèce. Je ne crois pas que nous serions capables de reconnaître un Néandertalien dans la rue. Il serait sans doute parfaitement adapté à notre société. Et il réussirait probablement mieux que nous dans certains métiers. Nous sommes désormais la seule espèce humaine de la planète. Mais Néandertal vit toujours dans notre ADN. Peut-être renforce-t-il notre capacité à relever les défis de la vie sur Terre et à survivre, alors que lui-même a péri.